Salut camarades. Mais je suis pas mort. Je reprends du poil de la bête progressivement, lentement, parce qu'il faudrait pas que je revienne trop vite pour me cramer d'autant plus ensuite, et m'effondrer plus violemment encore qu'en novembre dernier. Les médecins m'ont prévenu là-dessus, et je connais mon côté obsessionnel, hein. J'aime toujours aussi passionnément mon boulot, donc lentement, mais sûrement quand même. Donc je n'annonce pas ici mon grand retour triomphal pour les jours, semaines ou peut-être mois qui viennent, hein, j'en sais rien, on va en reparler plus loin, mais n'empêche, il arrive, j'en ai envie, et je bosse des sujets et des scripts en ce sens, lisant beaucoup, prenant moult notes, etc. Déjà parce que pour moi ça reste un plaisir, ce qui est stressant surtout c'est les phases de tournage, de montage, les prévisions de publication, mais le fait d'étudier c'est toujours un plaisir quand même. Donc voilà, et si ça prend du temps, au-delà de ma simple santé, enfin pas simple, hein, au-delà de ma santé, c'est aussi parce que j'aimerais organiser stratégiquement ce retour. Bon, déjà, on va finir la série sur le courant historiographique alternatif avec la vidéo promise sur la plus probable histoire de Tchingis Khan, évidemment, qui sera très longue, à peu près dans le même genre de durée que Beckett et le Lion en hiver, hein, 1h30, donc ça fera peut-être même plutôt 2 vidéos, c'est pas plus mal. Et ensuite, j'en avais déjà un peu parlé dans cette vidéo, en gros, je réfléchis de plus en plus à ce qui pourrait être mon... allez, disons mon magnum opus, hein, ça fait un peu péteux, mais c'est parce que ça relie quasiment tout ce qu'on a travaillé ici depuis plus de 8 ans. Sauf les pirates. Désolé, les pirates. En gros, à force d'étudier le Proche-Orient et ses zones limitrophes, de la steppe mongole au nord et à l'est jusqu'à l'Égypte au sud, et un peu aussi tout ce qui est Moyen-Orient à l'est globalement, le tout entre les 11e et 15e siècles à travers les Latins d'Orient, les Byzantins, les Seldjoukides, les Ayyoubides, les Mamelouks, les Tchinghisides, les Ottomans, les Turcomans, les Arméniens, les Syriaques, les chrétiens d'Orient, etc., je commence à pas trop mal connaître l'histoire médiévale globale de la région, une bonne partie de l'actualité historiographique de celle-ci aussi, et du coup, je commence à déceler une cohérence dans tout ça, qui n'a peut-être pas encore été perçue par d'authentiques universitaires. En effet, à force de vulgariser de plus en plus dans le détail et avec des bibliographies de plus en plus fournies, universitaires et récentes, ces différents sujets, parfois très éloignés les uns des autres, j'ai peut-être perçu des connexions jusque-là insoupçonnées, au sens où, comme je l'avais déjà dit, un byzantiniste n'ira peut-être pas chercher dans les sources impériales chinoises des informations sur les peuples nomades du nord de la mer Noire pour mieux comprendre leurs interactions avec l'Empire romain d'Orient sous Alexis Ier, par exemple. Il a d'autres chats à fouetter et des sources plus majeures et plus évidentes à éplucher. Mais pas moi. Précisément parce que je compile les travaux de ces universitaires très différents, byzantinistes, mongolisants, crucistes, nomadisants, seldjoukistes, mameloukisants, ottomanistes, etc., sans qui mes propres travaux de vulgarisation ne seraient rien, je vois donc parfois passer, par hasard, des liens entre eux, qui ne soupçonnent pas. Des pistes qui vont elles-mêmes dans le sens d'autres recherches, d'autres universitaires, d'autres sujets. En gros, puisque chacun d'entre eux connaît à fond un truc, je connais grâce à eux, pas trop mal, plein de trucs. Et là, je tiens peut-être un truc. Oui, c'est pas tellement plus clair quand je dis truc. Bon, avant de vous dire quoi, il y a un an, quand j'avais la gueule dedans, je voulais prendre le temps d'écrire tout ça d'un coup pour ensuite vous l'offrir, pour voir tout simplement comment j'allais échelonner ça et pour bien délimiter les scripts et pas juste plonger dedans et me retrouver perdu en train de d'éplucher des détails du fin fond de l'Asie mineure, comment dire, entre le 11e et le 12e. Bon. Aujourd'hui, vu l'ampleur du bousin et le fait que prendre le temps de tout écrire en amont me prendrait des années, il me paraît plus pertinent de l'étudier au fur et à mesure avec vous, tout en annonçant dès maintenant la piste que j'aimerais suivre. Comme ça, vous pourrez me rappeler à l'ordre. Ce qui devrait nous faire des années de vidéos, sur des sujets très variés, qu'on a parfois déjà abordés, ou que j'ai promis d'aborder depuis des années. Donc en plus, on s'y retrouve, vous et moi. Vous allez voir. Le souci, bien sûr, c'est que Dieu sait s'il me reste des années. Non pas au sens où je vais mourir, hein, a priori je crois pas, sauf peut-être d'épuisement, la tête farcie de vieilles chroniques médiévales, hein, j'en rêve la nuit quand même, mais au sens où déjà je ne pense pas que le modèle YouTube tel que je le pratique tienne encore des années. Ça fait 8 ans et demi que je suis là, je suis pas sûr d'avoir autant de temps devant moi que j'en ai derrière moi. Ne serait-ce par exemple que parce que je suis déjà un has-been en soi, hein, comme tous les créateurs des années 2014-2015. On en discute entre nous. Les gens qui arrivent sur YouTube aujourd'hui, ils ne veulent pas les mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes codes, YouTube n'est plus le même du tout, etc. Et puis il y a plein d'autres raisons. Hein. De fait, le camarade Quentin de Sur le Champ en a aussi récemment parlé, on se sait précaire. Et on réfléchit à d'autres manières de continuer nos travaux, ce qui n'est nullement assuré ici. Nul n'est éternel, hein, et encore moins sur Internet.
Or, ça me ferait vraiment chier de devoir arrêter un métier que j'aime parce que la plateforme n'existe plus, ou ne nous accepte plus, ou invisibilise nos contenus, ou serre la vis, ou parce que vous vous lassez des formats longs, ou parce que je n'arrive pas à renouveler une communauté et qu'au bout d'un temps, certains d'entre vous vont finir par en avoir marre et se barrer, ou parce que me plongeant trop dans des textes universitaires, je n'arrive plus à vulgariser, ce qui a en partie conditionné mon burn-out. J'étais là genre, je vais peut-être pas réussir à continuer à faire ce métier longtemps parce que je deviens trop précis. Ou encore parce que, je sais pas, vous pouvez plus nous financer, ou parce que l'on s'épuise. Nul n'a la moindre idée de quoi demain sera fait. Et il faut en rester conscient. Et là où ça devient risqué, c'est que d'autre part, l'autre souci, c'est que vous avez bien constaté l'augmentation de la qualité ici. Biblio de plus en plus fournie, séries de plus en plus détaillées, vidéos de plus en plus longues, cartographie de plus en plus précise, iconographie de plus en plus soignée, etc. Et vous avez aussi vu ce que ça donne. Je me suis de plus en plus stressé et épuisé, pensant H24 au boulot, ne tenant plus que par la contrainte et l'autodiscipline, ayant des journées qui ne ressemblaient plus à rien, c'est-à-dire que je pouvais passer des journées entières à bosser jusqu'à 2h du matin, puis le lendemain me lever à 13h, ce qui n'est pas 1h de matin, puis recontinuer comme ça jusqu'à 3h du matin, bref, aucun sens, gérant cette pression par des moyens vraiment pas jojo dont je reviens à peine, le tout jusqu'à ne plus pouvoir tenir du tout à la fin de l'année dernière. Burnout, épuisement, explosion en plein vol, nervous breakdown, appelez ça comme vous voulez, mais je me suis bien cassé la gueule, tout simplement. Du coup, le problème est d'autant plus dur à gérer. D'une part, je sais mes jours compter sur cette plateforme, nécessairement, pour telle ou telle raison, et d'autre part, alors même que je sais que je ne vais pas avoir le temps, je sais que j'ai besoin de plus de temps qu'avant pour faire mon taf. À la fois parce que je travaille mieux et plus précisément qu'avant, ce qui est donc plus chronophage, parce que j'ai tout simplement plus la pêche de mes 20 ans quand j'ai commencé, et parce que je ne peux plus travailler autant sans risquer de m'effondrer à nouveau. En tout cas, plus de la même manière, il va falloir que je travaille différemment, ce qui risque encore une fois de prendre plus de temps. D'autant plus que maintenant, par rapport à cette question précise, le fait de me casser la gueule à nouveau, je suis quand même légèrement traumatisé. Bon, quand je dis traumatisé, entendons-nous, mais je ne sais pas si j'ai, en fait, tout simplement, encore les capacités pour le faire, intellectuellement, psychologiquement, physiquement, etc. Et pas que par rapport à ce burn-out d'ailleurs, encore une fois, à force de trop apprendre, de trop étudier, d'être trop précis, je ne suis peut-être plus capable de synthétiser. Donc de vulgariser, obsédé par le moindre détail, la moindre nuance historiographique, etc. Bref, pour toutes ces raisons, j'ai très envie de continuer, parce que j'adore ce taf, mais maintenant que je me suis cassé la gueule une première fois, à force d'accumulation sur 8 ans, et à force d'avoir voulu trop bien le faire, sans circonscrire correctement temps de travail, temps libre, etc., et tout simplement, je me demande si je suis encore capable de le faire. Et je me demande si j'ai pas juste perdu le feu sacré, disons. Avant, j'étais là, genre je voulais faire ça, notamment parce que il n'existait pas de fin à ce métier. Quand je le faisais à l'époque, je me disais pas, tiens, je sens venir la fin. Là, aujourd'hui, si, je sens quand même venir la fin. Donc il y a ce côté, peut-être qu'il faut réfléchir à la suite, d'une autre manière. Pire encore d'ailleurs, j'ai peur qu'en me remettant à le faire trop tôt, on m'a vraiment mis en garde contre ça, les différents thérapeutes que j'ai vus m'ont dit genre oulala, vous allez y aller progressivement par petites doses, etc. J'ai peur qu'en m'y remettant trop tôt, donc je me retape la même chose, qui cette fois pourrait me dégoûter définitivement de ce taf que j'adore, parce que ce taf, c'est pas toute ma vie, mais c'est un peu quand même toute ma vie, c'est toute ma vie d'adulte, ça fait bientôt 9 ans que je fais ça, je veux pas faire autre chose, c'est ma passion, mais je veux plus non plus revivre ce stress. Encore une fois, j'ai pas choisi d'être entièrement libre et de faire ce que je veux pour me retrouver à être à la fois mon propre tyran et mon propre esclave. Je vois pas bien l'intérêt. Donc il va falloir que je travaille différemment. Du coup, la solution, comme Quentin de son côté, ou parfois tous les deux, etc., je la cherche, et j'arrive pas à savoir. Embaucher quelqu'un pour le montage ou l'iconographie ou la cartographie, par exemple, ça me paraît irréaliste. Déjà parce que je me connais et que je repasserai sans arrêt derrière la personne, appelons ça le syndrome Alexandre Astier, je sais que la personne va mieux monter que je ne le ferai jamais, parce qu'elle sera tout simplement professionnelle dans ce domaine, ce qui n'est pas mon cas, mais je sais que je vais chipoter sur telle enluminure, ou tel bout de carte, etc. Parce que un bon illustrateur ou un bon monteur n'est pas forcément un bon médiéviste, c'est logique. Bref, ça reviendrait à la même dose de taf qu'avant, mais en plus, il faudrait payer quelqu'un pour le faire. Bof. Ensuite, beaucoup plus prosaïquement, parce que nous n'en avons pas les moyens, vous et moi. Je ne dis pas ça pour que vous me filiez plus de thunes, nullement. Je n'ai pas besoin de plus, vous me permettez de vivre de la chaîne tout en la faisant vivre, avec le matos, l'espace de travail, etc. Et je vous en remercie du fond du cœur, notamment ces derniers mois, où malgré mon arrêt, vous avez continué à me soutenir. Je vous en sais infiniment gré, ça m'a beaucoup touché et évidemment beaucoup aidé.
Mais non seulement il n'y a pas de quoi embaucher une seconde personne, mais surtout, ce serait d'autant plus casse-gueule. Je peux pas dire, la situation est précaire, je sais pas combien de temps ça va durer, je pense que le gros de la chaîne est derrière nous, avec l'inflation, vos dons vont potentiellement se raréfier et tout va coûter plus cher, mais sortons encore plus de thunes pour régler le problème. Ça n'a pas de sens. Mieux vaut aller à l'économie en ce moment. Et en plus, ça me rajouterait du stress de devoir me dire que j'ai embarqué quelqu'un dans mes galères. Donc bon, autant éviter. Une autre solution serait de baisser la qualité de certains aspects du boulot. Pas le fond, évidemment, ça jamais, de toute façon ça m'est impossible, mais dans la forme peut-être. Par exemple l'iconographie et la cartographie, et le montage. Moins d'enluminure, qui serait moins soigné, moins détouré aussi, moins de cartes, moins de montage au sens où là par exemple on fait juste un truc en mode jump cut, il y a un seul plan, je rappuie sur enregistrer, on est bon, plutôt que genre plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, etc. Non, ça c'est mort. Ça prend beaucoup de temps mine de rien. Donc bref, on pourrait jouer à l'économie de temps sur ces trucs-là, c'est ce qui me paraît le plus viable, mais d'une part, je sais pas si j'en serais capable, j'aime trop ça aussi, je suis trop obsessionnel, notamment sur les enluminures et la cartographie, parce que étant très visuel moi-même, je pense que c'est vraiment primordial pour de la bonne vulgarisation. Et d'autre part, de toute façon, je ne sais pas si le gain de temps que ça peut représenter en vaudrait vraiment la peine. Bon, après, il reste d'autres solutions, envisager d'autres supports par exemple, comme le podcast audio ou alors le bouquin tout simplement, mais comment dire, je sais aussi que l'une des forces de mon taf, c'est la manière dont je l'anime, dont je le joue, ce qui, à l'oral uniquement ou à l'écrit, n'aura plus du tout la même gueule, c'est plus le même exercice, c'est peut-être moins attrayant pour vous parce que je fais l'histrion tout le temps, donc ça me paraît un peu hasardeux. Ça se réfléchit, mais ça me paraît hasardeux. Et puis un bouquin c'est bien, mais c'est pas ça qui me ferait gagner ma vie non plus, soyons honnêtes, parce que j'y passerais des années, j'en sortirais 150 exemplaires, pas sûr que ce soit ce qui est le plus malin à faire. Restent les nouvelles plateformes, genre Twitch, mais déjà, elles sont beaucoup moins libres que ce qu'était YouTube quand j'ai commencé. Et ensuite, vu le travail d'écriture que me demande mon taf en amont, je peux pas le faire en live. Il y a trop d'infos. En fait, je passerais juste 20 minutes à faire genre « Attendez, je crois qu'on a oublié de parler de ça, tiens, où sont mes notes? Non, laissez tomber, non. » Enfin voilà, ça fait beaucoup de questionnements pour une situation qui paraît relativement insoluble. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, je vous lis toujours avec attention, et il y a eu pas mal de fois où je vous ai posé des questions et vous m'avez aidé à trouver des solutions, donc allez-y, je vous lirai avec grand plaisir. Après, dilemme ou pas, j'ai quand même envie de continuer ce taf, avec vous, de me lancer à la conquête de ce magnum opus, et donc d'aller vers ça, un long programme de vidéos, cohérent, sur plusieurs années, même si c'est sans avoir aucune certitude de pouvoir le mener à terme. Tant pis. On le finira encore une fois en bouquin ou en podcast audio ou je ne sais quoi, en conférence s'il le faut, mais toutes ces années de taf valent le coup d'essayer d'aller jusqu'au bout. Or donc, quel est-il ce programme? Histoire de vous allécher un peu. Eh bien, mes premières amours, l'implantation franque des croisades sur la côte syro-palestinienne d'une part et les Ottomans de l'autre, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, j'en conviens, m'ont amené à étudier le contexte autour. Le sacro-saint contexte. Or, géographiquement, c'est avoisinant, et historiquement, entre la fin des premiers en 1291 avec la chute d'Acre et les débuts officiels des seconds vers 1299-1302, la date est en débat, il n'y a que 10 piges. Donc mes lectures sur les contextes des uns comme des autres se rejoignent souvent, notamment sur tout ce qui est byzantin, seldjoukide, de Roum principalement, mongol, etc. Or, comme vous l'avez vu ces 2 dernières années, paf, un Simon Berger sauvage est apparu, et j'ai bossé certes sur les origines de l'Empire mongol, mais surtout sur la thèse de Simon Berger, sur la continuité étatique politico-militaire des entités politiques nomades de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Ce qui fut, maintenant que vous l'avez vu, une sacrée baffe, qui m'a donc fait voir très différemment les nomades d'Asie centrale. Or, ceux-ci ont une importance cruciale dans tous ces sujets qu'on a étudiés ensemble. Les Mongols bien sûr, les Péchénègues et les Kiptchars ou Koumans menaçant perpétuellement la frontière nord byzantine, les Seldjoukides, contre lesquels se battent aussi bien les Byzantins que les croisés et futurs barons latins d'Orient, les Timourides, qui mettent à mal les Ottomans et les Mamelouks, qui sont eux-mêmes longtemps majoritairement Kiptchars, les Ottomans eux-mêmes, les rivaux des Ottomans, comme les Arkhuyunlu, tous sont des nomades d'Asie centrale, partageant des traits, à tout le moins culturels, communs. Donc ma perception d'eux, et par extension de ces sujets déjà étudiés ici, a été grandement impactée par ce renouveau historiographique, notamment les Ottomans. Leurs origines sont souvent considérées comme assez obscures, et ainsi résumées. Ce sont des tribus turques, vous savez désormais que tribu c'est niet, d'origine akhouz, poussées en Anatolie seldjoukide depuis l'Asie centrale par la redoutable pression mongole à l'est, avant ou pendant précisément que ces sanguinaires mongols ne défoncent les seldjoukides, laissant ensuite l'Anatolie en proie à un chaos absolu.
chaos. Chaos donc, propice à l'émergence des beylika, un beylika étant l'équivalent turc d'un émirat, beylika locaux, dont celui des Ottomans, beylika qui sont d'abord des bandes de petits guerriers nomades, pillant et se faisant la guerre entre elles, avant, au nom de l'islam, de guerroyer contre les chrétiens byzantins, en bons guerriers ghazi, à la frontière du Dar al-Islam. Voilà, en gros. Maintenant, avec ce qu'on a vu de la thèse de Simon Berger et du courant historiographique dans lequel il s'inscrit, on peut commencer à émettre quelques réserves et suggérer quelques nuances. Déjà parce qu'on voit bien que pour bien en parler, il faudrait déjà réétudier ce qu'on pense savoir des nomades mongols, ça va, on a commencé, mais aussi seldjoukides, en général et de Roum en particulier, d'Asie centrale et de la steppe russe, de l'autre côté de la mer Noire. Peut-être que ça va donner une gueule assez différente à tout ça. Peut-être. Non, bah évidemment que oui, hein. J'ai déjà beaucoup lu sur le sujet depuis 1 an et demi, et il y a des pistes aussi fascinantes que prometteuses. Et c'est ainsi, à force de chercher à grands coups de thèses, articles, mémoires, chroniques, bouquins en tout genre, sur tous ces sujets et leurs sujets voisins, que je me suis rendu compte qu'on pouvait relier à peu près tout ce qu'on a déjà vu ou promis de voir ensemble. Tel que je le vois aujourd'hui, sachant bien sûr que ça va évoluer, hein, vous me connaissez, je peux partir dans tous les sens, pour essayer de proposer une nouvelle lecture des mystérieuses origines ottomanes, j'aimerais ainsi causer, dans l'ordre, de tout ça. Alexis Ier, déjà, hein, promis depuis longtemps, qui va avoir une petite série à lui tout seul, et il va y avoir besoin, parce qu'il initie, après son oncle Isaac, la dynastie Comnène, cohabitant en Anatolie un siècle avec les Seldjoukides dits de Roum. Alexis qui, de fait, a fait face à l'implantation des Seldjoukides en Asie mineure, qu'il a carrément favorisé. Hein, on évoquera d'ailleurs brièvement ses 3-4 prédécesseurs, qui ont eux aussi permis, par leur discorde, cette implantation turque. Hein, c'est une véritable guerre civile byzantine qui précède le règne d'Alexis Ier. Le contexte, toujours. Et puis Alexis, qui du coup a fait face aussi à la menace Petchénègue, au nord, qu'il a réussi à tenir en échec grâce aux Kipchaks. Quand je vous dis que ça fait beaucoup de nomades. Puis ce sera aussi l'occasion de reparler un peu plus en détail, avec du nouveau matos historiographique paru entre-temps, des débuts de Bohémond, envahissant les Balkans avec son père au début du règne d'Alexis et menaçant sérieusement Constantinople. Ça fait jamais de mal de parler un peu de Bohémond. N'empêche, ouais, Alexis, il commence son règne, il a l'administration, l'armée, la fiscalité et même l'église orthodoxe à rénover entièrement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hérétiques à gérer en plus de ce qui ne concerne que l'Empire en lui-même. Il doit aussi gérer l'opposition intérieure de ses rivaux byzantins, les Normands à repousser à l'ouest, les Petchénègues et Kipchaks au nord et les Seldjoukides à l'est, avant en plus de se taper les croisés qu'il a certes appelés lui-même pour essayer de régler le problème Seldjoukide. Il avait le cuir épais, le gars. Du coup, oui, hein, on va aussi en profiter pour parler enfin de la seconde régence de Tancrède et du règne de Baudouin Ier de Jérusalem. Hein, évidemment, ne serait-ce que pour clore le chapitre Première Croisade, ouvert depuis longtemps. Mais surtout parce que l'échec du règne d'Alexis, et qui impacte tous les XIIe et XIIIe siècles dans la région, c'est précisément d'avoir vu Antioche ô combien essentiel à l'Empire byzantin pour reconquérir l'Asie mineure, lui échapper, malgré autant d'efforts et une intense politique extérieure autour de cette question précise. Échec aggravé, justement, qui plus est, par le fait d'avoir vu Baudouin Ier lui rafler la suzeraineté qu'il voulait avoir sur les États latins d'Orient naissants. Vous verrez comment. Ensuite, paf, une nouvelle série sur l'Anatolie pré-ottomane, essentiellement sur les Seldjoukides de Roum eux-mêmes, qui sont bien plus liés aux Byzantins qu'on ne le croit d'un prime abord, sur lesquels la recherche récente a produit des travaux fabuleux, loin, très loin de la simple opposition christianisme-islam nomade sédentaire, travaux qui donnent une nouvelle gueule aussi bien à l'Anatolie de l'époque qu'aux croisades autour et à l'émergence de Zengi, Nur ad-Din et Salah ad-Din plus au sud. Vous verrez. Et ce, sans même compter ce que nous a déjà apporté en plus sur les nomades, le courant historiographique alternatif. Vous n'allez pas les reconnaître, les Seldjoukides. Après ça, ou entremêlés pendant, il faudra assez nécessairement parler de l'expansion mongole à l'ouest, au XIIIe siècle. D'abord au nord de la mer Noire, avec l'Ulus Jotchid, qu'on connaît plus tard comme la Horde d'Or, qui chasse la confédération alors en place, les fameux Kipchaks, dont il faudra parler aussi, hein, leur diaspora joue un rôle majeur au XIIIe siècle, sur tout le pourtour de la mer Noire et la côte est méditerranéenne jusqu'en Égypte. Ensuite, toujours côté expansion mongole au XIIIe siècle, plus au sud, d'abord les troupes du Tama de Charmakhan et Baïdjou, au Proche-Orient, qui soumettent justement les Seldjoukides de Roum, avant que les Gus ne viennent fonder l'île Khana dans le coin et s'accaparent précisément l'Anatolie, créant une rivalité directe avec les Mongols Jotchides au nord, qui se voient ainsi dépouillés de ce qu'ils estiment être leur chasse gardée. Vous verrez pourquoi.
Ce qui nous fera immanquablement aborder comment les pouvoirs mongols de l'Ouest s'islamisent progressivement, Jochid et Ilkhanid surtout, ce qui, notamment au Proche-Orient, marque le début d'un processus de passation très important pour nous et qui s'achèvera en gros au XVe siècle, de la légitimité impériale tchénghisside à la légitimité islamique, les rejetons tchénghisides laissant progressivement la place à leurs puissants émirs, ou bègues, non impériaux avec légitimité dynastique, mais bons dirigeants musulmans. Un fait déjà amplement étudié et à l'historiographie abondante. Il n'y a qu'à voir par exemple comment Timurlenk a d'abord besoin d'un khan tchénghisside fantoche au nom duquel régner, épousant lui-même une princesse tchénghisside, avant que ses descendants ne règnent à leur tour, non plus avec la nécessité d'un khan fantoche, ou comme khan, mais comme authentique sultan musulman, la légitimité tchénghisside ayant perdu en importance. Oui, on parlera peut-être aussi, on l'avait promis, de Timour, mais c'est moins sûr, déjà parce qu'il y a tout le reste à se taper avant. De la même manière, avec l'extinction des Ilkhanides au XIVe siècle, ce sont leurs émirs qui vont progressivement diriger la région, au nom de la légitimité islamique, comme dans la Horde d'Or, où les Kharachou, les principaux bègues, prennent le pouvoir d'abord au nom et finalement à la suite des Khan Jochid. Bref, ça nous fait déjà un beau programme qui me paraît absolument impossible de tenir à moi tout seul, et qui va nous prendre des années. Mais c'est précisément là, au milieu de tout ce bordel historique, politique, géographique, symbolique, religieux et migratoire, qu'apparaissent les Ottomans, dont j'aimerais justement, à la lumière de tout ça, réétudier, comme je vous le disais, les origines. Bah oui, typiquement, je serais curieux, déjà, de voir ce que ces grands phénomènes politiques et migratoires ont impliqué dans les origines ethniques ottomanes, systématiquement réduites, globalement toujours réduites aujourd'hui, à ils viennent de l'Est, ce sont des Turcs Arhouz, pieux musulmans, grands gazis, défenseurs de la foi, successeurs des Seldjoukides. Alors que bon, si on prend juste les Kipchaks, après leur défaite définitive face aux Mongols en 1241, ils forment une diaspora qu'on retrouve massivement de la Bulgarie actuelle jusqu'en Égypte, en passant par les Balkans, la Grèce, le Caucase, la Syrie, le Moyen-Orient et l'Anatolie. Beaucoup en Anatolie, que ce soit au service des Seldjoukides de Roum, des Byzantins, probablement des Mongols, etc. Il y en a donc nécessairement chez les proto-ottomans, puisqu'on en retrouve beaucoup là où ils émergent, en Bithynie, dans l'ouest anatolien. Or, les Kipchaks étaient pas tellement musulmans, au début du moins, contrairement à leurs cousins turcs d'Asie centrale, islamisés depuis longtemps, dont on dit que descendent les Ottomans. Donc le récit habituel du proto-ottoman fervent ghazi luttant pour sa foi aux frontières du Dar al-Islam contre les villes byzantins, bon, non seulement les mecs sont pas nécessairement si musulmans que ça au début, mais en plus, comme je l'ai dit, ils ont aussi des cousins dans les armées d'en face chez les Byzantins. Donc... Bref, on verra. C'est sûr que ça ne va pas plaire aux nationalistes turcs, mais déjà j'aime bien taper dans la fourmilière. Et puis quitte à le faire ensuite, j'aimerais bien voir aussi comment l'idéologie et les institutions ottomanes des débuts, disons jusqu'au XVe, XVIe siècle, se forment. Puisque ce sont des nomades, initialement déjà, dont on a vu l'extraordinaire longévité du système politique général jusqu'au XVIIIe siècle, voire plus tard. Donc j'aimerais bien voir si ça se perçoit dans leurs institutions d'origine. D'autant plus qu'ils émergent en plein empire mongol. C'est sûr qu'on peut difficilement faire plus dans l'empire, ils sont au milieu des rivalités entre les Jochides au nord et les Ilkhanides au sud, voire même les Tchagataïdes à l'est. Bref, ils sont entre deux puissances majeures à l'échelle eurasiatique à l'époque, déjà, et qui constituent bel et bien, malgré cette rivalité, des parts de l'empire mongol. Donc les Ottomans apparaissent moins à la suite du sultanat seldjoukide, comme l'historiographie classique le théorise, que pendant l'empire mongol, tout simplement. Et ça aussi, ça doit laisser des traces. Il y en a même certains qui ont commencé à le montrer. Et qui plus est, cette émergence de la dynastie ottomane en plein empire mongol, elle se fait aussi au tout début de cette progressive passation de la légitimité impériale tchénghisside, alors encore en vigueur, à la légitimité islamique, qui permettra définitivement au XIVe, XVe siècle l'essor de nouvelles dynasties d'officiers locaux. Ce qui est justement le cas des Ottomans. Oui, je ferai remarquer aux 2-3 qui ont suivi que ça rejoint précisément d'ailleurs ce qu'on a vu avec le concept des États régionaux proposé par Jürgen Paul, à savoir des segments de l'ancienne structure militaro-administrative impériale devenus indépendants suite à la disparition de l'échelon central et supérieur. Suis-je en train de dire que les Ottomans ont commencé en faisant partie de l'empire mongol, ce qui aurait été occulté ensuite dans leurs sources pour plus de légitimité impériale ottomane et musulmane? Peut-être un peu.
C'est-à-dire qu'au vu de tout ça, il y a quand même de très fortes chances, oui. À tout le moins, ils sont nécessairement très liés, c'est indéniable, à l'Empire mongol, vu l'importance mongole dans la région quand ils y apparaissent. Et puis même, ce serait quand même bizarre que ce soit largement accepté plus au nord pour les émirs chez les Jochides, plus à l'est pour les émirs chez les Tchagataïdes, plus au sud pour les émirs chez les Ilkhanides, parfois même parmi les voisins directs des Ottomans en Anatolie, mais pas chez les Ottomans. Mouais, voilà, j'aurais pu, et j'y ai réfléchi, en faire un sujet d'étude universitaire, d'abord un mémoire, puis une thèse, ce qui m'aurait demandé beaucoup plus de difficultés, parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup de méthodologie à apprendre, mais je suis trop pirate et sauvage pour ce genre de panier de crabe. Donc ce sera peut-être moins bien ici, mais je préfère quand même l'étudier ici avec vous, au fur et à mesure, à ma façon et en toute liberté, en espérant ne pas me faire pomper l'idée entre-temps par un brillant mais peu scrupuleux universitaire, comme ça se fait beaucoup dans la profession. Sachant aussi que de toute façon, il y a de fortes chances pour que quelqu'un soit déjà en train de bosser dessus quelque part, mais bon, pas forcément avec les mêmes idées, les mêmes lectures, etc. Et puis au moins je pourrais toujours dire que je réfléchis sérieusement à ça depuis décembre 2022, voire que ça me ronge la tête depuis décembre 2022. En attendant, comme vous le constatez, il y en a bel et bien pour des années, je sais même pas si je vais pouvoir faire tout ça, c'est trop, ça promet d'être génial, j'ai hâte d'y être, mais c'est trop, j'ai très envie de le faire, mais c'est trop. Sans compter d'autres sujets que j'ai amorcés depuis longtemps et que j'ai quand même envie de faire, genre les voyages du nestorien Rabban Sahoma de Chine jusqu'à Bordeaux, ou les mystères du Castel del Monte sud-italien que j'ai filmé sur place et que j'ai toujours dans les bacs. J'espère juste ne pas crever d'épuisement avant, ou voir YouTube poser de plus en plus de problèmes, ou la chaîne ne plus fonctionner assez et être condamnée à fermer. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais vraiment, d'une manière ou d'une autre, ici ou ailleurs, mener ces recherches à bout, avec vous. Même si en vous annonçant ça, j'ai peur aussi. Parce que, encore une fois, voilà, c'est dantesque, c'est trop pour une seule personne, et que je ne sais pas si je suis à la hauteur du projet. Si, autodidacte comme je le suis, je vais avoir assez de méthodes pour circonscrire certains aspects sans me perdre en route dans les détails ou les lectures. Je vois bien déjà comment s'allonge la simple liste des sujets à traiter à propos d'Alexis Ier, que j'étudie en ce moment. Si, par manque de méthode aussi, je ne vais pas passer clairement à côté d'informations importantes, ou je vais clairement en extrapoler certaines autres, je ne sais pas. Peut-être que je vais me perdre en route, peut-être que je vais me décourager, j'en sais rien. À force de faire ce métier, je sais comment il fonctionne, j'en connais les périls, et je sais surtout combien je suis susceptible de succomber à ces périls. Mais bon, ça vaut le coup, je pense, de tenter tout ça. Et au moins, je trouve que ça fait une belle ligne directrice, sur plusieurs années, qui donne de la cohérence à tout ce qu'on a pu voir ensemble depuis des années. Si donc vous le voulez, on peut partir là-dessus.